Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cet épisode de Jumpscare qui met enfin en lumière le cinéma d'horreur coréen. Un cinéma qui n'a jamais été évoqué dans nos chroniques malgré le fait qu'il se soit imposé depuis le début des années 2000 comme un des cinémas de genre les plus influents et les plus populaires. Et pour nous faire pardonner, on va aujourd'hui s'attaquer à une des pierres angulaires du genre. Nous sommes dans le village reculé de Goksung en Corée du Sud et le quotidien du policier Jong-gu bascule lorsqu'une vague de crimes inexplicables frappe la communauté. Accompagné d'une épidémie qui plonge les habitants dans la fièvre et la démence, supplément pustule. Un homme japonais, nouvellement arrivé au village, devient rapidement le principal suspect. L'enquête de Jong-gu bascule dans l'horreur lorsque sa propre fille manifeste les signes de la maladie, le forçant à abandonner la procédure policière pour s'en remettre aux rites ancestraux. Entre les rituels chamaniques, les morts de plus en plus nombreuses et les apparitions d'une femme mystérieuse qui semble en savoir beaucoup sur ce qui se passe, c'est le début d'une véritable descente aux enfers pour Jong-gu. Vous écoutez Jumpscare et aujourd'hui, vous l'avez reconnu, on va parler de The Strangers. Avant de parler de The Strangers, Goksung, de son titre original, est aussi connu sous le nom The Wailing à l'international. Quelques news et même un hommage au passage. Déjà, bonjour à l'équipe, bonjour Amélie. Bonjour. Ça va ? Oui, ça va, très bien, merci. T'as l'air un peu malade ? Oui, je suis un peu malade, j'ai mal à la gorge. Ça commence ? Ça va aller. Ouais. On s'est passé la maladie. Et du coup, on oui. saura si on enregistrait demain, si on enregistrait demain, je pense que c'était mort. Alors, si ta voix affaiblit dans l'émission, on saura d'où ça vient. Mais après, rappelez-vous, à Jumpscare, j'ai présenté Scream avec une extinction de voix. C'est vrai. Et tu l'as très bien présenté en plus. Mathieu, comment ça va ? Ça va, j'ai aussi un petit souci à la voix, mais ça devrait aller. Ça vient de tous malades. Parfait. Dario, on t'a pas entendu dans nos derniers épisodes. Comment ça va ? Oui, ça va bien. Merci. Et toi, Romain, personne te demande jamais. Bah oui, parce que moi on s'en moi. fout. Bah oui. Oh non. Le vrai Alors, pote. comment ça va, Romain ? Bah moi ça va, je suis enfin plus malade. Je vous ai refilé ma malédiction. Ah, parce c'est que- ça. Les gens s'inquiétaient dans les commentaires. Ça fait 3 épisodes que je commence par je suis malade, en effet. Et du coup, de leur point de vue, les 3 épisodes étalés sur 1 mois et demi, ils se disaient mais qu'est-ce qu'il a ? Alors que en fait c'est juste qu'on avait enregistré en condensé. Mais du coup Oui. ça va. Je vais mieux actuellement. Pour l'instant en tout cas. Mylène, ça va ? Ouais, écoute, ça va, le feu, la pêche, je garde la pêche. tu m'étonnes. Au moment où cet épisode sort, le festival de cinéma On vous ment vient d'annoncer une très chouette projection de films d'horreur que tu vas présenter, Mylène. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, j'ai trop hâte. Je vais présenter Rec 1 et Rec 2 de Romé Balaguerro et j'ai trop hâte parce que je suis la seule personne, je pense, à être fan de Darkness. Voilà, je l'aime d'amour. Il m'a traumatisée quand j'étais plus jeune. Donc je suis très émue et très très contente de pouvoir accueillir avec toute l'équipe d'Envouement Raomé et puis de pouvoir présenter ces films et puis organiser un question-réponse aussi. Oui, après la projection. C'est le 6, je crois, mai, C'est ça, c'est le 6 à l'Institut Lumière. Institut Lumière à Lyon. Ce n'est que le début des annonces dont vous ment. du coup. L'iceberg des annonces d'Envouement. C'est Ouais, je pense qu'il y en aura une à chaque épisode à ce stade et ce sera de plus en plus fou. Ce qui nous mènera à l'épisode annuel autour d'Envouement où on fait toujours un found footage. L'année dernière, on avait fait Blair Witch avec Nico d'Envouement, un des créateurs du festival. Évidemment, il y a 2 programmatrices du festival ici et la vice-présidente en plus, donc ça va être encore un gros épisode. On sait quel film on fera, on sait quel found footage va être choisi pour l'émission, ça va être le feu. Il y aura peut-être un invité au festival en lien avec ce film, enfin ça va être n'importe quoi. Vraiment, venez au festival parce que c'est une édition qui est entièrement dédiée au found footage cette année, donc beaucoup de films d'horreur, de ce Oui. que je crois comprendre. Et même en compétition, on a des films d'horreur. Donc, Ouais, ils ont annoncé une projection de Creep avec oui, le réalisateur. 1 et 2. Ouais. Et on peut pas en dire plus pour l'instant, mais ce n'est que le début. L'iceberg Et la était le soirée plus gros. Marble Hornet avec C'est ça. Feldu. Soirée Marble Hornet avec Feldu et aussi les 2 créateurs de Marble Hornet qui viennent. Et il se Voilà. pourrait qu'Amélie et moi, on ait encore une soirée. Ah, peut-être. Peut-être, on ne sait pas. Avant de continuer, rubrique hommage.
on peut pas ne pas rendre hommage à un réalisateur français qui nous a quittés il y a une semaine. Je vois Mathieu sortir son micro parce qu'il sait de quoi on va parler. Le grand Bernard Launois s'en est allé, ça y est, à 95 ans quand même, donc une longue vie. Bernard Launois, qui c'est Mathieu ? Oh, Bernard Launois, c'est un réalisateur culte pour tous les amateurs de nanar de France et même d'ailleurs. De Déviance, ouais, puisque c'est la personne à qui on doit le fantastique Devil Story. Il était une fois le diable, slasher normand, voilà, s'il y en avait un, c'était celui-ci, qui a fait les beaux jours en fait des festivals de nanar. C'est un film, il faut l'avoir vu au moins une fois dans sa vie pour savoir qu'il existe, parce que vraiment, on a beau avoir vu des tonnes et des tonnes de nanars, il y a toujours un moment où il y a un nanar qui arrive et qui enterre tout ce qu'on a vu précédemment. Bah voilà, c'est celui-ci. C'est The Room à côté, je le dis souvent, mais The Room à côté, c'est du Kubrick, vraiment. Le film existe en DVD, existe même en Blu-ray depuis quelques mois, via Pulse Édition, ouais. Édition sur laquelle, Romain, tu as travaillé d'ailleurs. Et contrairement à moi, tu as même rencontré Bernard Launois, tu l'as interviewé. Oui, alors on en parlera mieux justement dans un épisode dédié, puisque c'était un peu l'idée d'en parler, ouais. On va faire un épisode dédié à Devil Story. On a déjà parlé du film dans un épisode qui s'appelle Tournage maudit. On définit les contours du bordel, mais croyez-moi qu'en fait on peut en parler 3 heures. C'est tellement lunaire tout ce qui s'est passé sur ce tournage, et ce film en soi est un objet tellement lunaire. Mais oui, en fait, en 2018, moi j'étais étudiant en audiovisuel, Dario était avec moi à l'époque, on était tout jeunes. J'avais déjà 34 ans et on avait pour exercice de faire un portrait, et je me suis dit au lieu de prendre ma mère, mon chat ou quoi que ce soit, je suis allé chez Bernard Launois qui m'a accueilli. On a fait une interview tournée avec du matos de merde, j'aimerais trop la refaire maintenant, mais à l'époque c'était mon premier truc comme ça, donc voilà. Longue discussion, un peu lunaire parce qu'on parle de son cinéma. Il a pas fait que Devil Story, il a fait de la comédie franchouillarde, policière, Touche pas à mon bignou, Sacré gendarme, etc. Enfin, c'est un homme d'une autre époque, si tu veux. Et j'y suis retourné une fois avec Alexandre Tardif, donc Conneries sur VHS, Fry 3000, qui est un ami fan de Déviance aussi, Déviance filmique, qui sera avec nous dans cet épisode-là, j'espère. Voilà, c'est une petite légende d'un cinéma en fait qui n'existe plus, qu'on pourrait même plus faire maintenant, tout simplement. Et bon, c'est un sacré personnage, parce que quand tu vois sur sa page Facebook, tu découvres aussi des publications qui sont... voilà, quoi, il aimait bien 39-45, on va dire. Et tu comprends pourquoi son Devil Story, il y a un monstre nazi dedans, déjà, parce que t'as dit que c'est un slasher normand, mais ce n'est pas que ça, c'est un film sandwich, il y a plein de couches. Ah oui, bien sûr, en c'est surface, indéfinissable. Ouais, il y a un slasher, il y a un film avec un monstre nazi, il y a un film de momie dedans, il y a un film de cheval du diable, il y a un film de démon, il y a tout ce que vous voulez en fait, c'est vraiment un buffet à volonté. Salade tomate oignon. Ouais, c'est ça, c'est le salade tomate oignon du game. L'objectif c'était de faire l'exorciste français et il s'est foiré monumentalement. Mais en fait, en se foirant, il a touché un peu une sorte de grâce. Voilà. Et le film en effet... Attends, une sorte de grâce ? Toucher une sorte de grâce ? Je sais pas. Toucher la grâce. On s'en fout. Toucher la grâce, ça se dit, ouais. Toucher la grâce. On s'en bat les couilles. Voilà, toucher la grâce. Et le film est devenu légendaire. Voilà. Et en effet, je tiens à dire que Romain, il a eu la meilleure note sur le documentaire, sur le projet le portrait doc. C'est vrai. Avec moi, on était deux à avoir eu des super notes. Bravo vrai, les copains. Les deux seuls qui bossent. Voilà, super. C'est ça. Merci on a enterré Bernard. la concu. Comme on dit. Et moi, j'ai pas bossé sur le Bernard Launois. Ah, quelle époque. Mais voilà, repose en paix Bernard, merci pour tout, et puis on reparlera de toi bientôt. Avant de se lancer, sachez qu'on va spoiler The Strangers comme des gros gorés, et autant quand on parle de certains films, je fais pas de message de prévention, mais The Strangers est un film qui, selon moi, mérite d'être vu sans qu'on sache quoi que ce soit dessus. La meilleure expérience possible, c'est de se jeter dedans sans rien savoir, donc si vous voulez vraiment vivre le film comme il se doit, coupez ce podcast immédiatement et allez le voir. The Strangers, alias The Wailing, s'inscrit dans une période charnière pour le cinéma d'horreur coréen. En 2016, le genre a déjà largement fait ses preuves sur la scène internationale, mais le réalisateur du film, Na Hong-jin, il en est au début de sa carrière, il a réalisé 2 longs métrages, 2 thrillers policiers, et il est fatigué, car la production de son 3e bébé, The Strangers donc, elle lui a pris 6 ans de sa vie, dont 2 ans et demi d'écriture rien que pour le scénario. Le réalisateur a dit, je cite, ouvrez les guillemets, « C'était le temps d'écriture le plus long que j'ai jamais consacré à une œuvre, le tournage le plus long que j'ai jamais effectué, après quoi il m'a fallu longtemps pour trouver où couper et comment le monter. Le montage a duré 11 mois. »
Et même après cette étape, Na Hong-jin faisait premier degré des cauchemars à propos du montage. Voilà. Que n'a jamais fait Damien Léon. Merci, Mylène. Quand le film va être présenté au Festival de Cannes, il dira que c'est parce qu'il voulait créer un nouveau genre, une sorte d'anomalie, comme il dit. Et pour s'inspirer, il va se baser sur son propre vécu. Réouvrez les guillemets. En prenant de l'âge, j'ai réalisé que je commençais à perdre beaucoup de mes proches. J'assistais de plus en plus souvent à des funérailles où on est amené à veiller et à passer des nuits blanches. C'est là que j'ai commencé à réfléchir à tous ces gens qui perdent leurs proches et qui sont eux aussi des victimes. Super ambiance, en tout cas, chez ce réalisateur. Il va aussi beaucoup s'inspirer de Rosemary's Baby de Polanski et de L'Exorciste de William Friedkin. Il va les mélanger, rajouter sa sauce, et il va cuisiner, et Dieu sait qu'il est bon cuistot. Pour le décor, personnage à part entière et essentiel du film pour lui, il décide de tourner dans le village natal de sa grand-mère. C'est tout mignon, mais il n'a pas choisi ce village pour rien. Il a choisi car c'est aussi un lieu chargé d'histoire religieuse et surnaturelle. Historiquement, il y a des tonnes de chrétiens qui se sont fait martyriser dans ce village à une autre époque, et c'est aussi un paysage totalement dominé par la forêt et la végétation. Ce qui va donner au film son identité visuelle. On est aussi paumé que le protagoniste. Mathieu, toi tu aimes bien le cinéma de genre coréen. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Comme c'est la première fois qu'on en parle finalement. Ouais, très brièvement, parce que en vrai, il faudrait des heures et des heures pour résumer ça, parce que c'est complexe. Mais pour faire court, le cinéma coréen, c'est un cinéma qui s'est construit sur des bases assez compliquées. C'est un cinéma qui est contestataire, c'est un cinéma qui est violent. La Corée du Sud, c'est un pays qui a été traversé par des guerres. Il y a eu beaucoup de conflits, notamment avec le voisin du Nord, et ça continue encore aujourd'hui. Il y a eu des dictateurs, il y a eu des coups d'État. Enfin bref, c'est un pays qui est habitué en fait à la violence, et du coup ça revient continuellement dans leur cinéma. Moi, quelque chose qui me frappe, peu importe le genre que je regarde quand je regarde du cinéma coréen, c'est à quel point tous les conflits se résolvent à grands coups de latte dans la gueule. Que tu regardes une comédie, Oui, que tu regardes de la toujours. SF, que tu regardes un thriller, que tu regardes un film d'horreur, à chaque fois ça se fout sur la gueule. Et ça, c'est typiquement un truc hérité en fait de l'histoire coréenne, qui est encore une fois une histoire violente. Voilà, ça parle de lutte des classes et tout. Il y a toujours, enfin souvent en tout cas, une espèce de rapport entre dominant et dominé, entre des classes sociales en fait qui peuvent pas se voir. C'est totalement ce que raconte Parasite. Il y a notamment souvent le personnage de du servant, de la servante qui revient dans ces films, que ce soit avec un film qui est une espèce de film matrice en fait pour beaucoup de réalisateurs sud-coréens. C'est un film qui s'appelle La Servante de Kim Ki-young, qui date de 1960, qui est le film en fait à voir si on veut comprendre en fait toute cette vague de cinéma coréen qui a popé comme ça début 2000. C'est un film qui est génial, c'est un film en noir et blanc qui est sacrément pervers en fait pour un film de 1960, mais qui a eu droit non seulement à un remake en 2010 qui s'appelait The Housemaid, mais qui a aussi inspiré par Chan-wook avec Mademoiselle, et forcément Parasite de Bong Joon-ho en 2019. Mais pour aller très vite, en fait, qu'est-ce qui fait que le cinéma sud-coréen en fait a explosé début 2000? Pour moi, l'explication, elle tient à deux aspects. Le premier, c'est que ils ont sagement en fait attendu leur tour. Et deuxièmement, c'est que le cinéma coréen s'est enfin doté de moyens techniques pour pouvoir poser ses grosses couilles sur la table et assassiner la concurrence, quoi. D'une manière générale, à partir du moment où le public occidental choisit de s'intéresser à un cinéma oriental, ça fonctionne toujours par vagues. Pour comprendre ce truc-là, il faut quasiment remonter jusqu'en 1950, date à laquelle Rashomon de Kurosawa sort en salle, et je crois qu'il d'ailleurs à l'époque il repart avec le Grand Prix à la Mostra de Venise, et de Rashomon va découler toute la fascination qu'on va avoir pour le cinéma japonais. Les critiques vont se fasciner donc pour Kurosawa, pour Ozu et pas mal d'autres, et ce truc-là va durer jusqu'au début des années 70, moment où le cinéma japonais va commencer un petit peu peut-être pas à se casser la figure, mais à traverser en tout cas une période compliquée, et va commencer à se tourner vers le cinéma d'exploitation. Alors aujourd'hui, on sait que de cette période en fait est sorti beaucoup de très très bons films, mais
pour une certaine critique de l'époque, c'était devenu un petit peu moins intéressant. Et les yeux vont se tourner subitement du côté de Hong Kong, parce qu'à ce moment-là, il y a un petit gars qui s'appelle Bruce Lee qui va arriver et qui va tout péter. Il fait ça pendant 5 films, et après, bon, fatalement, ça s'arrête. Et du coup, il faut lui trouver un successeur. Or, son successeur, il est très vite désigné, puisqu'il s'agit de Jackie Chan. Jackie Chan, qui était un des cascadeurs, qui était membre en fait de la team de Bruce Lee, mais qui lui va prendre le pied contraire par rapport à Bruce Lee, c'est-à-dire que là où Bruce Lee était très serious business, Jackie Chan lui va choisir l'axe de la comédie, et ça va devenir la méga star en fait pour les décennies à venir. Et à partir de là, les regards occidentaux vont se tourner du côté du cinéma hongkongais. Le cinéma hongkongais avec toute la nouvelle vague début 80 avec Tsui Hark et compagnie, tout ça en fait ça va durer jusqu'à la fin des années 90, jusqu'à 1997 notamment, et la rétrocession. Alors effectivement, il y a eu des films aussi réussis en fait qui sont arrivés après la rétrocession, mais à ce moment-là, en fait, l'âge d'or était déjà un petit peu terminé, quoi. Ça faisait 20 ans qu'on avait les yeux braqués sur Hong Kong. Après la rétrocession, on s'est dit qu'il fallait peut-être aller voir un petit peu ce qui se passait ailleurs. Et par réflexe, on est revenu un petit peu voir ce qui se passait du côté du Japon. Et c'est là où le grand public, en fait, a découvert, des fois avec 10 années de retard, des cinéastes majeurs comme Shinya Tsukamoto, comme Takeshi Kitano, ou Hayao Miyazaki. C'est pas un hasard d'ailleurs si c'est en 2001 qu'il est reparti avec l'Oscar du meilleur film du meilleur film d'animation pour Le Voyage de Chihiro. Mais cette petite parenthèse en fait japonaise n'a duré qu'un temps, puisque en 2003 arrive donc le cinéma coréen, qui du coup attire tous les regards avec un film qui va agir comme une espèce de détonateur, qui est en l'occurrence Memories of Murder, donc film réalisé par Bong Joon-ho. Et après en fait on va avoir pas mal de films qui vont devenir des espèces de petits classiques, comme la trilogie de la vengeance de Park Chan-wook, quelques films de Kim Ji-woon et compagnie. Mais bref, en réalité c'est pas forcément 2003, l'année où en fait le cinéma coréen a commencé vraiment à exploser. Ça c'est plus pour le grand public, parce que si on remonte quelques années en arrière, il y a déjà des gros chefs-d'œuvre en fait qui sont sortis sur les écrans coréens, mais qui nous sont parvenus en fait chez nous en Occident après. Notamment en 2000, on a Joint Security Area de Park Chan-wook, qui parle justement du conflit entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. On a un film qui s'appelle L'Île, un film de Kim Koo-duk, qui est assez compliqué à regarder aujourd'hui parce qu'il y a pas mal d'animaux qui se font défoncer. En 2002, on a Ivre de femmes et de peinture, qui repart carrément avec le prix de la mise en scène à Cannes. Et après, donc en 2003, c'est vraiment l'année où ça explose, puisqu'on a printemps, été, automne et printemps, encore une fois de Kim Koo-duk, qui fait le tour des festivals. On a Deux Sœurs, qui est un des très grands films d'horreur de la décennie. Oui. Je pense que c'est vraiment un film qui serait fabuleux en fait à faire à jumpscare, parce que vraiment c'est une merveille en fait à tous les niveaux. Et on a surtout Old Boy, qui repart avec le grand prix, enfin de mémoire, à Cannes, remis des mains de Quentin Tarantino, si je dis pas de bêtises, et qui fait le tour du monde, et qui est lui en fait le deuxième volet de la trilogie de la vengeance de Park Chan-wook. Le premier film étant Sympathy for Mr. Vengeance, sorti un petit peu avant, et le troisième volet c'est Lady Vengeance, qui sort quelques années plus tard. Mais voilà, c'est surtout Old Boy en fait qui va rester dans les mémoires. On a cette même année, en 2003, Save the Green Planet, qui est un film aussi complètement ravagé, complètement dingue. Film culte en fait qui va donner lieu à un remake sorti avec 20 ans de retard, en l'occurrence Bugonia, qui apparemment est tout récent. Et pas ouf. Et tout récent, mais vraiment pas ouf. C'est un remake de ce film-là ? Bah bien sûr. Putain, j'ai pas encore vu Bugonia et on m'a dit c'est un remake d'un film, mais j'avais pas fait le lien. Ok, d'accord, d'accord. Ah bah c'est Save the Green Planet, totalement. Donc voilà, ça c'est 2003. En 2004, on a un film de guerre qui est encore une fois extrêmement violent, qui s'appelle Frères de sang. On a Samaria. En 2005, c'est Bittersweet Life, donc un nouveau film de Kim Ji-woon. On a Locataire de Kim Koo-duk. En 2006, on a The Host, nouveau film de Bong Joon-ho, qui là part sur une espèce de film de monstre, littéralement, avec des effets spéciaux signés par Weta Digital. Donc on a tout de suite une espèce de gap en matière de technique, enfin vraiment depuis le début, depuis Memories of Murder et même les films précédents, c'est des films qui sont extrêmement chiadés, extrêmement réussis d'un point de vue technique. Vraiment, ils ont attendu leur tour patiemment après le cinéma japonais et le cinéma hongkongais, mais quand ils ont choisi de taper, ils l'ont fait vraiment avec les meilleurs moyens qui soient, quoi. Bref, on a aussi en 2008 Le Bon, la Brute et le Cinglé, toujours de Kim Ji-woon. On a The Chaser, premier film de Na Hong-jin. En 2009, on a First, Ceci est mon sang de Park Chan-wook, film de vampire que je crois Amélie adore. En 2010, on a un film d'horreur, peut-être même un Rape and Revenge, mes souvenirs sont assez flous, qui s'appelle Blood Island, qui dans mon souvenir, enfin dans mes vagues souvenirs en tout cas, oui, sont effectivement, assez, c'est très Rape and Revenge. Je crois que le film est assez vénère.
Voilà, merci. En 2011, on a un film que j'attendais depuis très longtemps, toujours de Kim Ji-woon, qui s'appelle J'ai rencontré le diable, et qui à l'époque sonnait un peu comme une espèce de point final, c'est-à-dire que c'est un film qui, encore une fois, techniquement est juste irréprochable. Il y a une espèce de plan séquence avec un travelling circulaire dans une bagnole qui techniquement était bluffant, et à l'époque quand j'ai vu ça, je me suis dit mais putain, mais comment c'est fait quoi? Et le film en fait était tellement violent que pour les Coréens, au moment de passer la commission de censure, ils lui ont collé un moins de 18. Donc, je savais déjà à l'époque que le cinéma coréen, c'est un cinéma qui était contestataire, violent, machin, tout ça, par essence. Mais quand j'ai vu que ce film-là avait été interdit au moins de 18 ans en Corée du Sud, je me suis dit, putain, si eux-mêmes, en fait, ont dit, oula, c'est trop violent pour nous, c'est que vraiment le film, il allait loin, quoi. Et je me rappelle que je suis allé voir ce film-là le jour de sa sortie, c'est-à-dire le jour de mon anniversaire, et on était, je crois, 3 dans la salle, mais on est sortis complètement choqués, tellement le film va méga, méga loin. Et c'est joué par 2 des grandes stars, en fait, du cinéma coréen de l'époque. Mais je me suis dit, en fait, en voyant ce truc-là, ok, on pourra pas faire plus que ça. En fait, ça, c'est vraiment le dernier truc. Et là, en fait, le cinéma coréen, ça va s'arrêter et on va partir vers autre chose. Et en fait, ce qui s'est passé après, c'est que les sorties coréennes, en tout cas dans les salles françaises, ont commencé un petit peu à se raréfier. Oui. Peut-être aussi parce que Bong Joon-ho a commencé aussi à tenter de son côté l'aventure Hollywood avec Snowpiercer, le Transperce-Neige, donc adapté d'une BD française, qui est une semi-réussite, c'est pas son meilleur film, c'est pas son pire, mais bon, voilà, ça se regarde, mais c'est pas non plus extraordinaire. On a un film qui est pas très très connu, qui s'appelle The Fake, qui là aussi je crois est sorti chez Spectrum, qui est un film d'animation réalisé par Yeon Sang-ho, qui est absolument horrible. Je crois que c'est un des films d'animation les plus traumatisants que j'ai pu voir. Il y a aucun espoir, il y a rien. Enfin, tout le monde, tous les personnages sont abjects. Enfin, à la fin du film, t'as qu'une envie, c'est de te pendre. Et ce gars-là, en fait, va revenir 3 ans plus tard avec un film que tout le monde connaît, qui là pour le coup est un vrai film d'horreur, qui a fait le tour de pas mal de festivals, qui s'appelle Dernier train pour Busan. Bon, oui. voilà, j'ai pas besoin de présenter. Toujours en 2016, c'est aussi l'année où Park Chan-wook revient avec Mademoiselle, film aussi qui a été couvert de prix. 2016, c'est aussi l'année de The Strangers, donc le film dont on va parler aujourd'hui. Il y a un petit film qui est pas forcément très connu, mais que je conseille à toutes les personnes qui sont claustrophobes. C'est un film qui s'appelle Tunnel. Voilà, j'en dis pas plus. En 2017, c'est Battleship Island. Tunnel, j'en dis pas plus, tout en faisant un tunnel. Pardon, c'est tout pour moi. C'est méta. En 2017, on a le pire film de Bong Joon-ho, en l'occurrence Okja, film Netflix qui est pas désastreux mais qui est pas non plus excellent. Il est sympa Okja quand même. C'est pas si pire en vrai. C'est pas raté. Si tu le compares aux autres, bon, c'est un peu chiant. Non mais j'entends, il met la barre très très haute aussi de base, mais c'est loin d'être un. Je pense que Snowpiercer il est pire. Hein. C'est un petit peu caricatural, mais bref. Snowpiercer c'est génial. Attends, Mathieu pose. Mais c'est de la merde Snowpiercer. Le film il est nul. Mathieu continue en fait. Non, je vais. Continue. C'est bon. Ok. Et tout ça nous amène jusqu'en 2009, date à laquelle Parasite récupère la Palme d'Or à Cannes et commence en fait sa moisson de récompenses jusqu'à obtenir l'Oscar du meilleur film l'année suivante, donc en 2020. Ce qui a d'ailleurs beaucoup énervé Donald Trump qui comprenait pas comment c'était un film coréen qui puisse avoir l'Oscar du meilleur film. Enfin bref. Et ce truc-là conclut 17 années de domination quasi totale du cinéma sud-coréen. Parasite en fait c'est non seulement un très bon film, mais c'est aussi une espèce pour moi de synthèse de pas mal de thématiques qui sont récurrentes dans le cinéma sud-coréen, et à travers les récompenses qu'a eu ce film, c'est pas tant des récompenses qu'on décerne à Bong Joon-ho qu'à l'ensemble pour moi du cinéma coréen, de tout ce qu'il a pu apporter, de tout ce qu'il a pu amener aussi comme thématique durant ces 17 dernières années quoi. Et le dernier truc en fait qui a permis de célébrer ce cinéma, ça s'est passé pendant le confinement, c'était Squid Game, où en fait le grand public qui n'avait pas encore forcément vu tous ces films là, tous les Old Boy, tous les Deux Sœurs, tous les Memories of Murder, les Parasites et compagnie, découvrait ce que c'était que le cinéma coréen, que les séries coréennes en l'occurrence, et se prenait une méga claque parce que techniquement encore une fois c'est extrêmement bien foutu. Et bon, pour les personnes en fait qui connaissaient déjà le cinéma coréen, c'est un petit peu de la redite, on savait très bien ce qui allait se passer. Et la preuve en est que quand la saison 2 de Squid Game est arrivée quelques années plus tard, tout le monde s'en est foutu royalement. Voilà. Aujourd'hui, en fait, on est un petit peu revenu de ça. Et comme je disais tout à l'heure,
quand les yeux de l'Occident se posent sur un cinéma oriental, ça se fait par vagues. Et aujourd'hui, la vague coréenne, elle est un petit peu terminée, puisqu'aujourd'hui, on a les yeux braqués, en tout cas, sur ce qui se passe en Inde, avec Mollywood, avec Tollywood, avec Collywood, avec Bollywood. Comme Memories of Murder a pu être une espèce de détonateur pour le cinéma coréen en son temps, RRR de Rajamouli a été celui du cinéma indien. Et je suis très curieux de voir ce qui va se passer ensuite. Mais c'est aussi l'occasion de revenir un petit peu en arrière et de voir ce qu'on a pu rater dans toute cette vague sud-coréenne, parce que même si le film a eu quand même pas mal de succès critique et public, The Strangers pour moi il est clairement moins connu que les Oldboy et compagnie, et il méritait amplement un épisode de Jumpscare. Et The Strangers du coup, tu l'avais vu à l'époque en salle ? Alors non, je l'avais raté à l'époque quand il est sorti en salle, je sais plus pour quelle raison, mais je l'ai rattrapé en Blu-ray. Et un petit peu comme ces précédents films que là pour le coup j'avais vu, c'est un film que je trouve d'une noirceur terrible. Je le trouve même encore plus noir que ne l'étaient ses précédents, The Chaser et The Murderer. Et c'est comme la majorité des films sud-coréens, c'est des films qui sont techniquement absolument irréprochables. Dans The Strangers, la mise en scène est d'une précision vraiment phénoménale. La photo est sublime, les acteurs sont impeccables. Enfin, techniquement, encore une fois, c'est parfait. Mais ce qui pour moi fait l'intérêt du truc, c'est que ça ne se repose pas uniquement sur cette technique. À l'inverse de beaucoup de thrillers, en fait, je trouve que c'est un film qui nous demande d'être vraiment actif et d'être vraiment presque nous-mêmes des enquêteurs. Et je pense aussi que c'est à ça que servent cette succession d'espèces de petits travelling avant très légers, qui nous disent en fait presque d'être attentif et de regarder quelque chose regarde. Ouais, quelque chose voilà, arrive. regarde bien, cherche bien. Dans ce plan-là, dans cette scène, il y a quelque chose en fait sur lequel j'aimerais que tu fasses attention. Je te demande d'insister là-dessus, mais je ne te dis pas ce que c'est, mais à toi de le trouver, quoi. Et ça, je trouve ça très audacieux en fait pour un film qui fait 2h15 ou 2h20, je sais plus. 2h45. 2h45 ou 2h36, je sais plus. Long, mais il est long. C'est un gros morceau. Ouais. C'est un gros morceau. Dans ma tête, c'était moins, quoi. Mais après, ce que je trouve vraiment fabuleux avec ce film, c'est son souci maniaque du détail et de à quel point c'est un film qui se bonifie au fil des visionnages, alors que de base, la première fois que tu le découvres, sans rien savoir, tu te prends une méga claque, quoi. Parce que plus tu le revois et plus tu découvres en fait des détails que tu n'avais pas forcément vus avant. Et notamment des détails qui permettent d'expliquer si oui ou non ce personnage est un personnage positif ou négatif. Moi, c'est vraiment en le revoyant pour la deuxième ou troisième fois que j'ai percuté la place qu'avait le chaman par rapport aux flammes. Est-ce qu'elles sont devant lui, derrière lui? Ça dit beaucoup de choses en fait par rapport à une espèce de révélation qu'on aura en fin de film par rapport à ce personnage. Il y a aussi le fait que pendant toute la durée du film, on se pose la question, est-ce que le japonais est vraiment juste un gars lambda qui va se faire tomber dessus alors que vraiment il a rien fait, ou est-ce que c'est juste le mal incarné, quoi? Est-ce que c'est quelqu'un qui manipule les gens, ou est-ce que c'est quelqu'un qui est totalement innocent? Et la réponse à ce truc-là, elle tient vraiment, enfin elle trouve sa réponse dans les 30 premières secondes du film. Les 30 premières secondes du film, il y a une scène que tout le monde oublie, mais qui en fait, symboliquement, t'annonce la place qu'occupe ce personnage et qu'est-ce qu'il est en train de faire. Voilà, et c'est en plus totalement raccord avec ce qu'il est censé faire dans le village ou quoi. Et en plus, c'est dans les 30 dernières secondes du film qu'on répond officiellement à ça. Ouais. Qu'à la fin. Après, ce qui est fort aussi, c'est de faire cette espèce de mélange entre les genres. C'est un truc en fait qu'on associe souvent au cinéma de Bong Joon-ho, cette espèce de capacité qu'il a à mixer film d'action, drame et comédie, à passer d'un genre à un autre en fait en une fraction de seconde. Mais je trouve qu'on a aussi ça dans ce film-là, parce qu'il y a, malgré la noirceur totale de l'histoire, quelques petits moments de respiration et quelques moments assez marrants même, où c'est un humour qui est quand même assez noir, quoi. Mais je trouve qu'en fait ces moments presque comiques viennent apporter une espèce de petite respiration au film qui sans ça serait absolument étouffant. Et je terminerai là-dessus. Le film vaut aussi le coup d'œil pour une séquence d'exorcisme qui est à mes yeux la meilleure séquence d'exorcisme que j'ai vue dans un film depuis au moins 20 ans. Il y a beaucoup de séquences d'exorcisme, notamment chez James Wan, dans tous les Conjuring et compagnie, qui ne fonctionnent pas. Autant le mec est très doué pour faire peur, autant les séquences d'exorcisme, je trouve qu'il arrive à rien. Depuis l'exorcisme de Friedkin, en fait, qui a posé les bases, c'est très compliqué de passer derrière, et ce film-là en fait est un des rares à avoir su non seulement renouveler le truc, mais en même temps permis de t'impliquer dedans au point où toi, spectateur, en fait tu te sens mal, pas
pour le personnage, mais tu te ressens mal physiquement. Il y a un énorme travail sur le montage, sur le cadre et notamment sur la musique et le sound design qui font que cet exorcisme, en fait, tu le vis depuis ton canapé, quoi. Je sais pas comment il s'y est pris, mais vraiment, cette séquence, c'est pour moi une des plus grandes scènes de toute l'histoire du cinéma coréen de cette période-là, qui, encore une fois, s'étend de 2003 jusqu'à 2020. Je pourrais pas dire mieux, c'est une scène qui est géniale, pour le coup. Je l'avais prise dans la gueule à l'époque, en plein milieu. Ouais. Je l'avais vu en salle. Il avait une toute petite distribution, pour répondre à ce que tu disais tout à l'heure. Il a eu une sortie pas technique, mais pas loin. Et cette séquence, avec le sound design autour, dans une salle de cinéma, folie, absolue. Ouais, ça c'est mon regret, tu vois, c'est de pas avoir vu ce film en salle pour me manger cette séquence dans la gueule, quoi. Enfin, dans les oreilles, surtout. Mylène. Oui. On parle d'exorcisme, d'enfer, etc. Toi, t'es au paradis visuellement actuellement, puisque t'es dans une chambre toute blanche avec beaucoup de lumière autour de toi. Défoncée. Non, c'est fou. Dis-nous tout. The Strangers. Si je me mets à ronfler à tout moment, c'est que je suis sous perf. Mais oui, effectivement, The Strangers, déjà, moi, j'aime beaucoup le cinéma d'horreur. Attends, tu peux pas dire ça. Oui, non, alors. Tu peux pas dire que t'es super sans. Il faut que tu donnes une explication. Ouais, il faut parce que les gens vont se demander ce qui se passe. Je teste un nouveau traitement, voilà. Et du coup, je suis sous perf. Et vu que j'aime bien les expérimentations, je me suis dit, pourquoi pas enregistrer en direct de l'hôpital. Ça va être fun. Voilà. Aller à l'hôpital, premier degré. Du coup, si je me mets à ronfler, c'est pas à cause du tunnel de Mathieu qui est passionnant, c'est juste parce que je suis sous perf. Mathieu, je t'aime, mais tu as une voix incroyablement apaisante pour moi. Oui, effectivement, moi j'adore le cinéma d'horreur coréen. Quand j'étais ado, j'ai découvert Deux sœurs et je pense que je m'en suis jamais remis. Ça a été vraiment. Il est terrifiant. C'est ça, il m'a traumatisée, mais pour plein d'aspects. C'est un film que j'ai redécouvert avec le temps. Je trouve que c'est pas forcément qu'un film d'horreur, c'est aussi un drame familial. Enfin, voilà, j'aime énormément le cinéma d'horreur coréen. En général, c'est toujours un coup de cœur pour moi. Et même quand ça part plus vers le thriller, j'adore. Et en fait, The Stranger, je l'avais pas découvert à l'époque quand il était sorti en salle, mais j'étais tombée un peu par hasard dessus et je me rappelle que l'affiche m'avait pas happée parce que ça avait pas l'air d'être un film d'horreur et du coup de base je m'étais pas du tout dirigée vers ça. Et en fait, je me suis pris une claque monumentale au point où j'ai revu 2 fois suite le film parce que j'avais besoin de le revoir pour le digérer et pour comprendre ce que j'avais vu au premier visionnage. Et moi, j'adore les films comme ça où en fait, t'as besoin de vraiment le digérer, de comprendre ta première lecture pour pouvoir l'apprécier encore plus. Et là, même quand j'ai revu pour le jumpscare, j'ai encore revu des choses que j'avais pas vues, j'ai encore redécouvert des axes. Déjà, comme le disait Mathieu, le film, il est très très beau. J'aime beaucoup comment il nous pose ce village, comment il choisit ses décors, comment il en fait un personnage, mais aussi comment il peut prendre le temps de créer l'horreur. En fait, au départ, on est vraiment juste sur une enquête qui, bon, est horrible de base quand même. Il va jamais, prendre soin de son spectateur et ne pas lui montrer le gore ou l'horreur de l'humanité. Mais il y a un truc très crescendo, en fait, qui fait que toi, tu te sens acteur du film et que même tu as presque peur que la malédiction ou l'infection qui, a une emprise sur ce village t'atteigne toi. Et je trouve que ça, c'est hyper fort, en fait. Et très vite, on passe d'un récit très réel à un récit qui l'est plus du tout et on va choisir de croire l'incroyable, le fantastique. Mais vu que c'est fait crescendo, il y a un truc où toi aussi t'es baigné dedans et tu choisis en fait d'abandonner tout ce qui est de l'ordre du réel. Et ça, je trouve ça complètement terrifiant en fait. Et en plus, le plus fou, c'est que les scènes terrifiantes du film sont pas forcément les plus gore. Et ça, c'est aussi très très fort. Je pense qu'il y a vraiment une force d'écriture dans The Strangers. Et là aussi, où le film est très bien écrit, c'est comme l'a dit Mathieu, c'est un film qui mélange beaucoup de genres. Ça mélange le fantastique, l'horreur, l'exorcisme, le drame. Mais c'est aussi un film qui est parfois très drôle et qui le fait très très bien. Je veux dire, moi, je suis vraiment passée de moments hyper glaçants où j'étais très très mal à l'aise à des moments où je me suis fendu la poire. Enfin, vraiment, c'est super bien fait. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que c'est un film qui choisit de traiter plein de thématiques, mais d'une manière différente. Donc Mathieu parlait d'exorcisme, mais pour moi, c'est aussi un film de zombie presque. Et, mais le zombie, plutôt l'origine du zombie. Pas le zombie en termes d'infecté, vraiment qui va chercher du cerveau ou quoi, mais plutôt genre une punition. Le zombie comme punition, comme malédiction, pour se venger de quelqu'un. Et il y a un côté où finalement... tous ces personnages, dès le départ, c'est que des pions. Et finalement, c'est juste des jouets
pour ce personnage malveillant, ce diable qui va récupérer leurs âmes, qui va s'amuser avec eux, s'amuser avec leurs péchés, s'amuser à les torturer. Et il y a un truc aussi très fataliste en fait qui fonctionne super bien dans le film. Et effectivement, en le revoyant, la première fois, j'avais pas du tout vu l'aspect zombie, j'étais restée vraiment que sur l'aspect exorcisme. Mais là, en le revoyant avec l'angle du zombie, j'ai trouvé que c'était vraiment une proposition hyper inédite. Une variation qu'on n'avait pas forcément vue. Et c'est là que je me suis dit, en fait, c'est un meilleur One Evil Lurks que One Evil Lurks. Pourquoi tu satures tout d'un coup? T'as pas mais je crie. Tout va bien. Non, Ouais, mais t'as plus ton son, le il son est s'est mis à tout seul. saturer. Ça y est. Ah mais oui, mon son, mais mon micro a monté tout seul. Tu mais nous as non. gueulé dans les oreilles. Mais Ouais. en fait, Ah je bah viens putain. d'aller voir sur mon Audacity. Audacity a monté mon micro d'un seul coup. Je n'ai rien compris. Ça n'a duré oui, que j'ai vu. 10 secondes, on dirait. Genre, il D'un m'a coup, t'es monté énervé. mon micro. Après, t'as des fois où le volume il normalement, baisse un peu baisse, quand tu mais parles. là, Donc c'est je la pense que tu première dois fois avoir où un il est truc monté, automatique. genre... Ok. Ok. Mylène, n'oubliez pas, quand moi j'ai commencé à acheter des micros pour toute l'équipe quand on avait un peu d'argent l'année dernière, Mylène m'a dit Mais mon le micro, micro va très bien. il est super bien. N'oubliez C'est pas cette Audacity phrase. qui monte et descend mon micro tout seul. Je sais pas pourquoi. Si vous Preuve. y connaissez en Preuve. informatique, s'il vous plaît, expliquez-moi. Non, mais voilà, pour en revenir à The Strangers, voilà, c'est un film que j'aime énormément. Et au-delà de l'aspect zombie que j'adore, il y a un truc que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que ça m'a fait penser à un autre film que j'adore, c'est L'homme qui voulait savoir, qui est un film qui va traiter en fait d'un mec dont la compagne a disparu et qui va vouloir, quitte à mourir, savoir ce qu'elle est devenue. On va lui donner plusieurs choix, notamment de suivre le tueur pour revivre ce que sa meuf a vécu. Et lui, il est tellement en quête de savoir qu'il va aller jusqu'au bout. Et je trouve que le personnage principal de ce film, que je vais essayer de bien dire son nom, Jungu, et ben en fait il y a vraiment un parallèle avec L'homme qui voulait savoir, c'est-à-dire que au début il est là en simple enquêteur, il y a quelque chose de normal c'est son métier, voilà, mais après il devient fasciné par la chose, ça le ronge, et en fait il a plus du tout cette limite de il faut que j'arrête mon enquête parce que possiblement ça pourrait me tuer, ça pourrait tuer ma famille, et c'est là où en fait il commence à avoir ce vice en fait de vouloir savoir à tout prix, et ça m'a fascinée parce que à part L'homme qui voulait savoir, j'avais pas revu de film qui avait réussi à traiter cette thématique de manière aussi vraie. Et vraiment, moi, je trouve que The Strangers, il y a tellement de lectures. Les Anges déchus, il y a aussi le racisme donc des Coréens vis-à-vis des Japonais. Il y a vraiment... On peut y voir tellement de lectures. Enfin, encore une fois, c'est un film que j'aime énormément, que j'ai adoré revoir pour Jumpscare. Donc, merci Amélie, parce que vraiment, c'était un bonheur de faire un bon film. Parce que j'avoue que d'habitude, quand on me propose, c'est toujours des films de merde. J'assume totalement, mais je kiffe ma life aussi. Donc, merci Amélie, parce que c'était un pur moment. Merci à ton micro. Merci à ton Ouais. micro. Merci, ouais. Pour le Ça peut pas timing être comique, mieux. le micro, c'est Ça top. sonnait comme une menace, c'était Mais je terrible. comprends. Le micro devient vraiment un personnage du podcast. J'adore. Mais Il a son Audacity, avis à je sais à pas donner, ce quoi. qu'il fait, il arrête pas de monter mon micro. C'est pas grave. T'as réussi à faire ton tunnel et t'écouteras l'épisode. Il y a un effet comique spectaculaire à la Ouais. fin. Désolée. Mais j'ai pas ronflé, pas pour l'instant. Merci bien. Non, mais t'excuses pas. L'homme qui voulait savoir, très bon film de ce que j'entends. Il est sur la liste. Un jour, faut Ouais. que moi je le vois. Parce que Mylène me harcèle Il est avec. disponible chez Sidonis. Ok. Voilà. C'est ce que j'avais demandé. Elle a pré-shot la question. Après, Sidonis, c'est cher. Et il y a trop de trucs à acheter chez Sidonis. Ouais, mais en vrai, L'homme qui voulait savoir, franchement, je le dis pour beaucoup de films, j'assume, mais là, je le dis vraiment premier degré. Moi, je l'ai découvert par hasard. Et vraiment, encore aujourd'hui, je pense que le film me traumatise. Vraiment, il y a un truc d'hyper viscéral dans ce film. J'ai jamais vu un film qui m'a fait cet effet-là. Et franchement, si t'as un film à voir pour pouvoir le revoir et tout, enfin, fonce. Je pense. Putain, mais je suis sur Audacity et je vois en direct mon micro monter tout seul. Je ne comprends pas. Ça donne un effet menace, quoi. C'est cool. Rien changé. Je vais voir le film, comprends, Mylène. je Je vais voir le comprends, film, je promis, comprends je vais le regarder après. T'inquiète pas. Attends. Dario. Alors, Dario, toi, The Stranger, c'est un film que t'as regardé pour le podcast en le confondant avec un autre film.
Ouais, j'allais commencer par ça, donc c'est parfait. Donc moi j'ai découvert le film il y a 1 an et demi, j'ai regardé parce que notre épisode sur The Sadness est sorti en fin 2024. Et donc moi je vais pour regarder le film de Jumpscare. On m'avait dit, oh, tu vois, c'est un film un peu cool, un peu rigolo, très violent mais rigolo. Et je tombe devant The Wedding, du coup, The Strangers, au lieu de regarder The Sadness. Bon, Grand bah, écart. effectivement, pour ceux qui ont vu The Sadness, c'est pas la même ambiance, quoi. C'est pas le même rythme, c'est pas la même façon de... Bon, c'est pas le même pays, en plus, tout simplement, mais... Bon, je comprends assez vite que c'est pas le bon film. Mais en même temps, je suis happé très très vite par le film, parce qu'il a c'est un film qui est assez particulier, je trouve qu'il a une ambiance... Alors, c'est vraiment... comment dire ? La gestion de la colorimétrie du film, elle est très intéressante, je trouve, puisque le film, il donne froid. Je m'explique. Il pleut 80% du film, les lumières sont toujours extrêmement froides, sauf quand il s'agit d'exorcisme, où là, on a des lumières un peu genre style bougie, feu, pendant la scène d'exorcisme. Donc tout ce qui est lié un peu à la magie, ça devient des scènes éclairées avec des trucs un peu plus chauds. Mais sinon, le reste du film, tout est assez froid. Et c'est pas un froid clinique qui tire vers le vert, c'est vraiment un truc qui tire vers le bleu et qui, pour le coup, limite, j'avais des frissons en regardant le film, quoi, mais des frissons de froid et pas d'effroi. Petite blague pour les fans de vocabulaire. Rajoute le cadrage aussi qui est chirurgical, toujours très carré, très posé. J'allais y venir, c'est vrai que les cadrages, tous les cadres du film, ils sont tous au cordeau, quoi. Il n'y a pas un truc qui dépasse, tout est millimétré. Même la façon, en fait, on n'a pas parlé des décors, mais c'est beaucoup de décors naturels. Mais c'est que ça. Tout ce qui a été ajouté, par exemple la pollution qu'on peut trouver un peu partout au sein de la cabane du chaman japonais, ça participe à une ambiance de décrépitude totale, en fait, de ce village qui subit une espèce d'hécatombe bizarre, on ne sait pas trop pourquoi. Il y a des maisons qui brûlent, il y a des gens qui eux aussi sont en train de pourrir avec ces pustules qui sont un peu partout. Donc tout est en pleine décrépitude et en même temps on te le montre d'une manière vraiment belle, quoi. Le film est hyper particulier et spoiler, moi j'adore le film. J'étais content de le revoir et en même temps j'appréhendais beaucoup parce que je trouve que c'est un film, déjà comme on l'a dit, il est assez long, il fait 2h36. Et en même temps, c'est un film qui est un peu lourd à digérer. Je trouve il reste en fait longtemps avec les gens qui le regardent, en tout cas avec moi. Je me sens que la première fois que je l'ai regardé, j'étais en mode putain, mais attends, en fait, ce gars-là, c'était peut-être un traître et en fait, lui, non, parce que en fait, c'est hyper tentaculaire. Il est dense, hein. Il est dense. Tentaculaire, c'est le mot. Ouais, tentaculaire. Ouais. C'est mieux. Bah, j'allais dire, tu vois, dense, c'est mieux, donc on peut s'accorder sur les termes. On va sucer la bite. Allez. Tu crois ça, Mathieu? Tu crois ça? Non. Pitié. Ah bah, en plus. Enfin, il y a tout. Bref. Mathieu, continue. Pardon, mais c'est pas grave. Désolé. Ce qui joue aussi avec le côté tentaculaire du film, c'est un truc que Mylène a abordé tout à l'heure, c'est une espèce de multitude de genres. Le film commence par être un espèce de film de policier un peu nul parce que le personnage principal, on sent qu'il est un peu c'est un bidasse, quoi. Il arrive en retard tous les jours au taf, à chaque fois son patron lui dit t'es vraiment une merde, toi, t'es tout le temps en retard, ah c'est ça ta nouvelle excuse pour arriver en retard, machin. Alors qu'à chaque fois il a l'air d'avoir plutôt des excuses qui tiennent la route, mais on sent que c'est dans son habitude d'être en retard, quoi. Le film aussi oscille avec du coup un film d'exorcisme, un film de fantôme, c'est quasiment un survival inversé puisque, et c'est étrange que Mathieu t'en ait pas parlé, si je vous raconte l'histoire de manière neutre, c'est l'histoire d'un japonais qui arrive dans un village coréen qui se fait harceler par tout le monde. Il y a un côté quand même presque survival, sauf que en fait c'est lui le méchant. Du coup il y a un côté survival inversé qui est assez intéressant. Mathieu, un avis sur le survival inversé? Non, bah écoute, je l'avais pas vu comme ça, mais oui, enfin ça renvoie surtout en fait à une espèce de petit racisme. Mais après, quand tu connais l'histoire sud-coréenne, c'est normal que les Japonais soient souvent perçus comme les méchants, que les Américains soient souvent perçus comme les méchants aussi. Donc moi je trouve ça cohérent. Voilà, dans le film en tout cas, je trouve ça cohérent. Ce qui est marrant,
parce que le réalisateur ne s'est pas servi du casting d'un japonais, donc Jun Kunimura, qui est un acteur japonais hyper prolifique, pour le coup. Ouais. S'il y a un Yakuza dans un film japonais, il y a une chance sur deux que ce soit lui, concrètement. Ouais, dans Kill Voilà. Bill, c'est lui qui se fait trancher la tête, là. Oui, voilà, c'est ça. Il a pas casté un japonais pour jouer sur la xénophobie. Je pense que ça s'est rajouté ensuite quand le casting s'est fait, mais il a expliqué à plusieurs reprises qu'il cherchait surtout un homme asiatique qui a des traits qui sont proches des Coréens, mais juste assez différents pour instaurer un malaise. Ça s'est joué sur le physique, en fait, et plutôt sur ça que sur le côté xénophobe. Ça aurait pu être un homme chinois, etc. Voilà. Juste, de base, il voulait Takeshi Kitano. Ça aurait été incroyable, pour le coup. Ça s'est pas fait. Et Jun Mais Kunimura après, ça a pris renforce le le rôle côté ensuite. village, en mode. Il joue vachement sur le fait que tout le monde se connaît, sur le fait que c'est vraiment un espèce de huis clos, mais en plein air, et que. C'est un huis clos, Mylène. Mais je Oui, suis pas- c'est un huis clos. C'est un huis clos. Calme-toi, pose ce flingue. Pose- Oh, d'accord. C'est quoi Non, mais ça. Mon micro est remonté. Non. Non. Putain, je comprends Oui. pas. Oui, c'est ça. Je comprends C'était pas pour t'agresser. C'est- Pardon. Mais non, t'excuses pas, c'est super drôle. Vas-y, Dario, vas-y. Du coup, Oui, t'es mon champion. je reprends, je repars. Ça marche. En parlant du coup de ce japonais, je trouve qu'il est vraiment parfait dans le rôle. Effectivement, Takeshi Kitano, ça aurait été cool. Mais ce gars-là, je trouve qu'il a vraiment une présence assez folle. Et en même temps, c'est aussi lié au cadrage, puisqu'il est souvent filmé un peu en contre-plongée pour lui donner une espèce de présence et d'aura. Mais c'est aussi le côté hyper impassible quand le personnage principal il vient l'agresser chez lui, quand il bute son chien et tout. Le gars il bouge pas, il le regarde droit dans les yeux, il a un côté glaçant, ce mec. Ouais. Il arrive aussi à donner des émotions ou quand il tombe là de la falaise et qui se retient de hurler parce qu'il s'est sûrement pété une jambe ou un truc comme ça. T'as de l'empathie pour lui, tu te dis mais attends en fait ce mec là c'est un vieillard, tu vois, genre c'est un vieillard qui vient de se faire pourchasser par 6 mecs et qui se jette d'une falaise pour pas se faire buter par des mecs. Donc t'arrives quand même à avoir de l'empathie pour lui, et c'est aussi là que le film est hyper intéressant, c'est que le dénouement du film il arrive plutôt sur la fin et il est pas si simple à comprendre au premier visionnage, alors que comme l'avait dit Mathieu, il y a des trucs, des indices dès le début du film sur qu'est-ce qui va se passer et qui explique certains cadrages à la fin. Donc c'est évidemment un fusil de Tchekhov, mais je prends un exemple tout simple. Au tout début, quand le personnage principal il arrive sur une scène de crime, il y a un plan sur des fleurs fanées si on regarde bien, elles font un peu un genre de tête de mort, quoi, un espèce de chapelet de tête de mort. On passe assez vite à autre chose, on se dit ok c'est pour créer une ambiance machin, mais vers la fin quand je vais rentrer vraiment dans le spoil et tout, quand la femme qui est a priori un fantôme lui dit non mais j'ai fait un piège pour capturer le monstre chez toi, et que le personnage principal ne respecte pas ce qu'elle lui dit, les fleurs fanent. Et jusqu'à ce moment-là, t'as forcément oublié un des premiers plans du film, mais c'est que pendant très longtemps, je me suis dit, attends, mais qu'est-ce qui s'est passé là ? Et là, au deuxième visionnage, ça m'a frappé en mode, ah ok, tout est limpide désormais. L'alignement de ce personnage-là, le fantôme, il est jamais très clair parce qu'elle est volontairement pas très rassurante. C'est-à-dire que si t'essayes de convaincre quelqu'un que ce qu'il va faire va tuer sa famille, peut-être que t'essayes d'être un peu plus rassurant. Elle est juste glaçante aussi, sa peau est bleue aussi. Je parlais de colorimétrie au début, mais elle a une peau extrêmement bleue et pâle. Et donc c'est là que tu comprends qu'en fait le chaman, qui est hyper cool, j'adore ce personnage, je le trouve incroyable, il est flamboyant, cette scène d'exorcisme elle est incroyable, et quand il enlève son fut et qu'on voit son slip, qui est le même que le japonais, qui est un petit indice, et qui met un vieux survêt, je suis en mode putain mais j'adore ce type quoi. Et qui s'allume une clope il a un survêt du Barça, il s'éclate une clope, tu vois. J'adore ce type, voilà. Et même quand la femme fantôme l'attaque et qu'il se met à vomir et à pisser du sang par le nez,
il a une façon de jouer, je trouve qu'il est trop cool ce mec, je sais pas pourquoi, je suis attiré par ce type. Il faut pas. La fin de l'histoire te prouve qu'il faut. Tout ça pour ça. Alors qu'en fait, c'est le méchant, enfin c'est un des méchants quoi. Et évidemment cette scène fantastique de reveal avec le japonais qui en fait est le diable. Amélie, tu nous en parleras un petit peu après. Mais ça fait partie de l'imagerie du film qui reste en fait et qui me hante, qui m'a hanté longtemps en tout cas. Et je trouve que c'est, encore une fois, c'est éclairé du coup avec par le feu qu'a fait le japonais à côté de lui. Du coup, c'est des scènes qui ressortent beaucoup plus sur un film qui a plutôt une colorimétrie froide. Et évidemment, quand il prend en photo et qu'il rigole avec ses griffes de diable et ses cornes, il est fantastique. Je trouve que c'est vraiment... J'enfonce une porte, évidemment, mais c'est vraiment un super film. Bravo la Corée. Bravo la Corée. On leur passera le message. On leur passerait le mot de ma part, s'il vous plaît. On les appelle après. Stylé. Mais ce qui est marrant, c'est qu'il arrive à te faire douter de trucs où, très rapidement, t'arrives à avoir la certitude que le japonais c'est le diable. Oui. À un moment donné, il y a un mec qui se pète la gueule en forêt et quand il reprend ses esprits, il voit le japonais à poil en train de bouffer un animal et quand le japonais comprend qu'il est épié, il tourne la tête en direction du gars qui vient de se casser la gueule et en fait tu vois que le japonais il a les yeux rouges quoi. Ouais. Donc à ce moment-là, t'as pas vraiment de doute sur qui est derrière quoi. Enfin sur qui il est en réalité quoi. Après, malgré ça, il arrive à te mettre une espèce de petit doute avec oui mais peut-être que peut-être qu'il s'est cogné la tête trop fort ou peut-être qu'en fait si les gens en fait ils font n'importe quoi dans le village et ils ont des pustules, c'est une histoire de champignons, mais le film va jouer sur 3 potentielles explications jusqu'à ce que à la fin on sache vraiment laquelle est la bonne, mais ça joue constamment sur c'est les champignons, c'est le japonais, c'est un truc surnaturel. Et en fait, à chaque fois que tu penses savoir la solution, et que des fois c'est la bonne, le film arrive à te faire douter avec un truc que t'as pas forcément prévu, et les 20 dernières minutes, c'est une succession de twists, Twist sur twist. qui sur le papier, c'est twist sur twist, en fait, sur le papier ça a l'air complètement con, mais à l'écran ça marche trop bien, quoi. Ce qui fait que t'es complètement perdu, et c'était un des buts principaux du réalisateur, c'était d'être encore une fois, de proposer encore une fois un film où le spectateur est actif, et n'est pas juste passif dans son canapé. Enfin, on est super attentif pendant plus de 2h30 et je trouve que c'est un des rares films récents à faire ça vraiment de manière parfaite quoi. Et t'es récompensé à la fin, surtout. Ouais. Et je me souviens la première fois que j'ai vu le film, je me suis mis à la place du personnage la première fois que je vois le film, et quand il doit faire ce choix entre aller voir sa fille ou attendre le 3e chant du coq, genre j'avais les mains moites et je me suis dit putain mais à sa place je saurais pas quoi choisir quoi, genre le film arrive à te faire ressentir ça. C'est assez fou quoi. Justement, c'est ça qui est cool, je trouve, c'est qu'en fait, le réal, il se joue de toi comme le diable se joue des personnages. Et du coup, ça, c'est hyper fort. En fait, il te fait ressentir d'une manière assez viscérale ce que peuvent ressentir les persos, quoi. Oui. Amélie, toi, du coup, c'est toi qui as ramené ce film dans le podcast pour varier un peu la programmation. Voilà, on va dire ça Est-ce que poliment. tu sous-entends que ma programmation de slashers n'était pas bonne ? Non, j'ai pas dit ça. En plus, j'ai même pas dit du mal du film. C'est juste que, bon, les petites séries B à 3 francs 6 sous, 2 bacs à DVD nose, là, c'est très sympa, on se marre bien, mais c'est bien de faire un film avec un peu plus d'ampleur de temps en temps. Parce que la semaine prochaine, c'est encore un film comme ça. Faut oublier ça. Faut pas... Voilà. Puis moi, on me demande ce que je veux comme film. Alors, pour une fois, je vous ai pas sorti un film de vampire, et j'ai hésité entre ça et un film de Bertrand Mandico. Donc, qu'on fera un jour. On fera du Mandico, je vais vous forcer. Ça aurait été bien. Mais Mandico, je pense bien qu'on le fasse avec lui. Ou avec Pacôme. Pacôme. Bah grave, Pacôme. Oui. Voilà. Voilà. Mais bon, ça viendra un jour, Mandico. Mais du coup, j'ai tout aussi prise de tête que Mandico, mais j'ai choisi The Wailing, The Strangers. Très bon choix, en effet. Excellent film. Dis-nous tout, The Strangers. Pourquoi ce choix ? Alors déjà, le film, il est super beau, effectivement, vous l'avez tous dit, et les aubes sont particulièrement belles, et je suis d'accord avec toi, Dario, on ressent la fraîcheur du matin quand on les voit. On a envie de mettre une petite laine. Mais en fait, j'aime aussi le film parce qu'il a une grande variété de thématiques, et que justement, si on a envie de le décortiquer un petit peu, c'est un vrai casse-tête, où on sait pas trop par quelle boule prendre, et c'est une toile de trucs qui s'entremêlent. Mais moi, je pense que le titre The Strangers, même si c'est pas toujours le titre du film,
est intéressant parce que il y a un vrai truc sur l'étranger et surtout l'altérité, c'est-à-dire ce qui n'est pas soi, et de plein de manières différentes. Bien sûr, il y a celui qui est l'étranger au sens propre, mais strangers c'est au pluriel, donc en fait il y a plein d'étrangers, il y a plein d'étrangetés, et du coup il y a d'abord effectivement le fait que ce soit un japonais en Corée, et quand on connaît un petit peu l'histoire de ces deux pays ensemble, dont l'un qui a quand même été envahi par l'autre, je pense que même si c'était un petit peu un hasard de casting, le fait que ce soit un japonais et qu'il soit appelé le Jap d'ailleurs par l'intégralité de la population n'est pas anodin non plus dans l'analyse qu'on peut faire du film. Mais il y a aussi le fait que l'étranger, c'est celui qui est en dehors, c'est celui qui vit en dehors du village, celui qui vit en dehors du pays, ou même celui qui est différent, donc ça peut être la bête, le monstre, le zombie, ou même le fantôme, en fait celui qui est mort, donc qui est sur un autre plan de l'existence. Mais oui, le fantôme, il est étranger à ce monde, en fait. Il y a aussi une sorte d'étrangeté, de dualité entre le féminin et le masculin dans ce film, où on a des hommes qui vont procéder à des rituels bruyants, violents, qui vont aller chercher un type, qui vont se battre, qui vont être dans une sorte de violence comme ça, très graphique. Et on a à l'inverse la fantôme, donc Moo Mei-young, qui elle est toujours en arrière-plan, qui est une figure solitaire, silencieuse et discrète, mais qui agit quand même, qui agit d'une autre manière. Et d'ailleurs, la violence des hommes et cette recherche de virilité, elle est un petit peu en sous-texte en permanence dans le film, parce qu'on sait qu'ils prennent tous plus ou moins des élixirs pour bander. C'est un truc qui revient très bizarrement souvent dans le film. Et donc, il y a un truc comme ça sur la virilité au sens premier, quoi, et au fait de bander. Voilà. Parce que en fait, il y a aussi une histoire de pouvoir des hommes sur le corps des femmes. On sait que le japonais, par exemple, il a violé une femme du village, et que c'est un peu d'elle que vient l'épidémie. Et ça aussi, c'est pas anodin, parce que la Corée, elle réclame encore des dédommagements pour les femmes qui ont été envoyées auprès des soldats japonais. Voilà, pour être des femmes de confort, comme on dit, c'est-à-dire qu'elles ont été violées. En fait, c'est des crimes de guerre, des crimes sexuels de guerre. Et ça, c'est encore une source de conflit entre la Corée et le Japon. Et du coup, cette femme violée, c'est aussi une femme qui est agressée par l'étranger. Mais il y a aussi un combat pour le corps de cette petite fille. C'est-à-dire qu'on a deux chamans, ou en tout cas deux personnes qui font des rituels en même temps pour posséder le corps de cette petite fille. Et là, on peut faire une sorte de parallèle effectivement avec l'exorciste. Alors, autant dans le cas de l'exorciste, on sait que... comment elle s'appelle ? Regan. Que Regan, en fait, c'est pas un film qui parle de possession, c'est un film qui parle du fait qu'une petite fille a été agressée sous son propre toit et que sa mère ne le voit pas et que personne ne comprend ce qui lui est arrivé. Mais ici, on a quand même Young-jin qui, elle aussi, on suspecte qu'elle ait peut-être été agressée, ou en tout cas, quand son père lui pose la question, elle répond pas directement et elle devient agressive. Et on a des scènes qui sont très similaires à celles de l'exorciste quand elles sont toutes les deux confrontées au corps médical, par exemple, où elles sont très désabusées, très agressives, pas du tout coopératives. On a en fait une sorte de parallèle comme ça, où ces deux petites filles à qui il est arrivé quelque chose mais on ne sait pas vraiment quoi, et qui sont le sujet de possession démoniaque, ont aussi un rapport avec le corps médical qui n'est pas évident. Mais l'étranger et la dualité, elle est aussi dans deux religions qui se confrontent bizarrement au sein du film. La religion, on va dire, autochtone, donc celle de ce village avec le chaman, et une religion importée, la religion catholique, qui est représentée par ce jeune diacre qui est complètement paumé, qui est le seul à parler japonais, ce qui est intéressant aussi parce que c'est le seul qui peut discuter avec l'étranger. Mais quand on s'adresse à l'église catholique, elle est très rationnelle, enfin en tout cas le prêtre est très rationnel, il dit que c'est un problème de psychiatrie et que lui il peut rien faire. Et en même temps, à la fin, quand on a le diable qui boucle sur la même citation que celle qui est au début du film, donc le film étant une boucle autour d'une citation de l'Évangile, qui est une parole du Christ, qui dit, en fait, c'est quand le Christ a ressuscité et revient auprès de ses disciples, et qu'il leur dit « Mais je ne suis pas un fantôme, j'existe vraiment, regardez, j'ai de la chair et vous ne me croyez pas, tout ça. » Et là, ces paroles du Christ sont mises dans la bouche, littéralement, du diable, qui pourtant porte les stigmates du Christ. Donc en fait, on est dans un bloubi-boulga religieux incroyable, mais le Christ, c'est aussi un étranger.
faut pas oublier que Jésus, il n'est pas dans la ville de ses parents. Ses parents, ils sont hébergés dans une crèche, enfin dans une étable, parce qu'ils sont en voyage, ils ne sont pas chez eux. Le Christ est lui-même un étranger, comme le diable est lui aussi chassé du paradis et qu'il est en fait étranger lui-même, il a été chassé, quoi. C'est un voyageur. Donc du coup, en fait, il y a plein d'étrangers et d'étrangetés qui se croisent dans The Strangers. Les hommes et les femmes, le démon et le diable, les étrangers et les locaux, les religions culturelles de Corée et les religions importées. En plus, le fait que le japonais soit le Christ catholique, c'est encore plus... surprenant, sachant à quel point les catholiques ont été martyrisés. Martyrisés, le mot est peut-être... Oui, si. En tout cas, a été martyrisés au Japon. Donc, en fait, on est sur une sorte de film comme ça, où plein de directions contradictoires se rencontrent. Et qui nous fait effectivement tout le temps hésiter entre qui est là et pourquoi, qui veut quoi, aux dernières minutes du film, et jusqu'à ce qu'on se rende compte que celle qui avait raison depuis le début, c'était peut-être la sorcière. Moi, je dis que c'est une sorcière, mais voilà, chacun, c'est peut-être une fantôme, je sais pas. Que pour moi, c'était un ange. C'est peut-être un ange, ouais. On sait pas vraiment ce qu'elle est. Les gens possédent. Il y a un truc dans la religion coréenne, dans les mythes coréens et tout, les gens possédés ou influencés par le diable vomissent ou saignent quand ils s'approchent d'un ange. Et le médium, à un moment, passe devant cette femme et il se met à saigner et il quiche. Et historiquement, le vomi, c'est un peu comme ça que c'est qu'on extirpe le mal. Tu vois ? Oui, mais il y a aussi le fait qu'elle dit par contre qu'elle est une femme. C'est vrai. Donc, je sais pas, peut-être qu'il joue un peu avec les codes et tout. Moi, je l'ai pris pour un ange, en tout cas. Comme ça que j'ai interprété. En interview, il confirme que c'est un ange. Ah, d'accord. Ah, ok. C'est un ange, ok. C'est un ange. Ok, c'est pour ça qu'elle est en blanc et tout ça. Mais sorcière, ça va aussi. Elle est bizarre aussi. En même temps, elle vient sur l'enquête, elle lui jette des cailloux et elle lui raconte des trucs genre mais si, viens par là, regarde. C'est ça, elle est pas rassurante. Elle pourrait peut-être juste lui dire tout dès le début, tu sais. Enfin... Non, en fait, je suis un ange, t'inquiète, je viens sauver ta fille. T'inquiète. Donc voilà, tout ça pour dire qu'à la fin, effectivement, on enquête aussi avec ce policier un petit peu nul et on s'implique de plus en plus dans l'histoire comme lui, mais qu'à la fin, en fait, le film nous laisse avec énormément de questions qui restent sans réponse. Même si on revoit le film, même si on le revoit plusieurs fois, je pense qu'on aura toujours des questions à se poser sur The Strangers. Et moi, j'aime bien les films qui nous prennent pas par la main et qui nous demandent d'être un petit peu actifs au visionnage. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai choisi. Merci beaucoup pour avoir analysé un peu le titre français The Strangers, parce que c'est un titre qui est purement français, pour le coup. Ah, ok. Ouais, le film à l'international s'appelle The Wailing, donc lamentation, pleurs, lamentation. Voilà. Et pour l'anecdote, moi je préfère largement The Wailing à The Strangers parce que je comprenais pas trop ce titre. Tu m'aurais dit The Stranger, j'aurais compris. Donc merci d'avoir apporté un peu d'éclairage là-dessus. Mais ça m'a juste servi de prétexte. En coréen, le film s'appelle Gokseong, qui est du coup aussi le nom du village où se déroule l'histoire. Mais ce mot, c'est aussi un homophone. Il peut aussi signifier cri de lamentation. Ah, d'accord. Et mais oui. Du coup, c'est un peu l'inverse. Le village, au contraire, c'est l'inverse de The Strangers, c'est-à-dire ça se ressente sur la communauté et pas sur l'altérité. Exactement. C'est deux visions totalement différentes pour le coup. Les deux titres font sens selon moi. J'ai une préférence pour The Wailing et The Strangers. Moi, tu me dis The Strangers et je pense à ces films de merde qui sortent ce temps-ci. Oui, bah c'est ça le problème, c'est que le film a trop d'homonymes. De Rémi Harlin. C'est ça, c'est un peu dommage. Donc pour beaucoup de gens, quand on dit Matt The Strangers, ils tombent sur The Strangers, l'autre The Strangers, et ils disent c'est de la merde. Donc, ah mais oui. Et là, c'est dur de les rattraper malheureusement. Donc voilà. Je préfère The Wailing. Et toi, Romain, t'en penses quoi du film ? J'adore. Folie. Absolue, je l'ai vu plein de fois. En fait, pour anecdote, je l'avais vu en salle à l'époque, j'avais adoré. Je l'ai revu plus récemment en ayant oublié le film. J'avais oublié que je l'avais vu. C'était 2016, c'était longtemps. Hein. Voilà, puis je l'ai revu en 2024, je crois. Je crois qu'on en parlait avec un certain Marvin Montes. Souvenez-vous de ce monsieur qui nous écoute, j'espère, qui m'a dit quoi, tu l'as pas vu, mais c'est génial. Et en fait, en le voyant, je fais putain, mais oui, bien sûr, voilà. Le film parle directement à mon cœur. J'adore les polars coréens. Et le film commence comme un film policier coréen classique. Il te met pas directement dans le thème horrifique. T'as des gros indices.
les pustules, la crasse, etc. Mais c'est sa force, c'est de ne pas te dire ce que c'est vraiment. Parce que entre la scène d'introduction et la scène finale, il y a un univers, tu vois, entier. Il y a un grand écart. Et il te chope et il t'emmène un peu partout. Il t'emmène, donc au début, dans un film policier. Puis après, d'un coup, c'est peut-être un film de zombies. Puis en fait, c'est peut-être un film de possession. Puis on revient vers Satan à la fin. On va partout. J'ai utilisé le terme film sandwich au début d'épisode. Comme ça, on va... Oh putain, j'improvise, je vais faire un grand écart. Devil's Story était une fois le diable, était un film sandwich, j'en parlais en début d'épisode. C'est exactement pareil avec The Strangers. Jusque-là, il y a pas le même réalisateur derrière. Ça fait un peu la différence, c'est pas Bernard Lenoy. Dans le sens où t'as plein de films différents, t'as tout le cinéma d'horreur dedans. Et ça, c'est génial, je trouve, parce qu'il manie tous les genres, tous les codes des genres, à la perfection. Il en maîtrise totale de ce qu'il fait. Et la scène où le zombie arrive, et du coup on tombe dans le film de zombie, elle est excellente. Oui. Ce zombie qui est Elle est un peu intuable. drôle en plus. Ouais, Parce que eux, ils essaient d'être sympas. Et oui, ils se Non, mais rendent pas ça va compte de ce bien, qui se passe. monsieur. Mais c'est comme le spectateur, tu te dis, attends, mais c'est pas un zombie, c'est juste un mec qui est un peu malade. Tu vois, en fait, non. Mais comme la scène dans l'hôpital où d'un coup ils entendent tous les alarmes qui se déclenchent et que le mec qui était sur la précédente scène de crime qu'ils ont récupéré, qui est une victime en fait, est en train de se vider de son sang entouré de médecins, mais elle est super trash cette scène en fait, il y a un truc vraiment dégueulasse dedans. Et ils ont tous des réactions super humaines au début du film, les deux flics. Vas-y. Pardon. Je veux dire, c'est le même langage corporel que sa fille quand elle se fait exorciser. Ouais. C'est la même façon de se contorsionner et tout. De se tordre, ouais. Et le casting, il est parfait. Alors, Kwak Do-woon, excellent comédien principal, parce qu'il a une bonhomie, en fait. C'est-à-dire que le mec traverse l'enfer, mais il est trop sympa. Et la séquence dans le commissariat... Je pensais un peu au mec dans Memory of Murder. Oui, mais c'est exactement ça. Ce genre de flic un peu flemmard, mais pas incompétent, juste... Bah, il est à son job depuis 10 ans, il en a ras le cul, tu vois, il fait pas beaucoup d'efforts, et bon, bah là, ça le dépasse. Mais la séquence où ils sont dans le commissariat et qu'il aperçoit une meuf à moitié à poil malade devant la porte, c'est excellent, c'est extrêmement drôle. En fait, le film est une excellente comédie quand il veut, puis d'un coup, il te met dans une ambiance, comme tu l'as dit, Dario, froide, sans problème. Et j'ai adoré, et en plus, moi, ça m'a ramené à une œuvre que j'adore, qui s'appelle Resident Evil 4. Voilà. Il y a pas Léon Kennedy... dans The Strangers. Précise le jeu quand même. Ouais, Resident Evil 4 qui est un jeu... Ah, j'ai cru que tu parlais du film. C'est ça, je me disais, non, le jeu, non. Je ne fais pas de référence à Resident Evil Afterlife non, faut pas non plus déconner. Mais le jeu vidéo où tu débarques avec Léon dans l'Espagne profonde, dans un village reculé, t'es un flic qui cherche quelqu'un. Les gens sont tous infectés par quelque chose, un parasite, on sait pas trop ce qui se passe, il y a un délire de secte, etc. Et tu tombes directement dans la séquence d'introduction sur une baraque dégueulasse, poussiéreuse, avec un mec totalement fou. Et il refait exactement cette séquence-là dans The Wailing. Je suis prêt à parier que c'est l'inspiration du truc. Dans cette crasse, dans le corbeau qui est mort par terre, corbeau mort, t'as joué à Resident Evil 4, les corbeaux, tu tires dessus, t'as des... Enfin, voilà, je pars un peu loin, je vais pas faire long aussi. Tu sais pourquoi ? Parce que j'ai eu un flash de fou. La première fois qu'on voit le japonais bouffer le chevreuil, quand il se retourne, c'est la même scène que le premier zombie dans le premier Resident Evil. Oui, c'est cadré de la même manière, il se retourne, c'est la même chose. Donc je pense que t'as raison. Ouais. Merci. Je suis pas fou, ça me rassure. Tu n'es pas fou. Non, et puis... Bah si, mais pour d'autres raisons. Enfin, en tout cas, pas sur ça. Je peux pas répéter ce que vous avez dit, c'est un chef-d'œuvre, tout simplement. C'est un excellent film de bout en bout, parfaitement maîtrisé. Voilà, faut le voir. Ok, il est long, j'entends cette critique, il fait 2h36, 2h40. Pour certains, c'est un gros morceau. Moi, je les vois pas passer. Vraiment. Le film en fait, c'est plusieurs films en un, donc ça va tellement vite. Tu peux pas t'ennuyer devant un truc pareil en fait. Il se passe toujours quelque chose. C'est ça. À chaque fois que t'es sur ton coup, en fait, la scène suivante, elle te fait douter. Toutes les 10 minutes, tu changes de genre. Enfin, c'est trop bien. Et puis à la fin, tu veux savoir. Et premier film d'horreur où le daron il s'occupe de sa gamine. Oui, aussi. Oui. Comme quoi. Genre, il est sympa avec elle, quoi. Oui. Train pour Busan, même année, pareil. Oui, c'est vrai. C'était le début d'un genre, les darons qui step up les darons un petit peu. qui sont sympas. Je finirai, pour pas répéter sur tout ce que vous avez dit, sur une recommandation qui m'indique quand même que le film a eu son influence, a eu son culte. Faut pas oublier qu'il a eu un succès monstrueux en Corée du Sud. Il a tenu tête au box-office à Captain America Civil War. Hein. Voilà, il a explosé. Et il a influencé pas mal d'artistes et de gens. Je sais pas si vous connaissez le manga Gannibal,
qui est un manga qui a eu beaucoup de succès, donc manga de Masaaki Ninomiya, sur un flic qui est dans un village reculé dans les montagnes et qui tombe sur des gens un peu bizarres en effet, et c'est un délire très très The Strangers. C'est pas une adaptation fidèle, mais on s'en rapproche dangereusement. Donc voilà, si vous avez envie de prolonger un petit peu l'expérience The Strangers, n'hésitez pas, Gannibal, facilement trouvable en 13 tomes, mais là je parle comme notre libraire Dario, qui voit forcément de quoi je parle, mais voilà. J'ai pas osé aller jusqu'à dire que c'est il était une fois le diable coréen, parce que techniquement c'est ça, mais je vais pas oser. Et j'hésite. Après, si on veut poursuivre un petit peu, il suffit d'attendre quelques mois, puisque c'est cette année que normalement sort enfin le nouveau film de Na Hong-jin, donc 10 ans après The Strangers. C'est un film qui pour le moment s'appelle Hope. On a très peu d'informations, si ce n'est que c'est un casting international avec des acteurs coréens et Michael Fassbender et je crois Alicia Vikander dans le casting. On sait que c'est de la SF, mais c'est à peu près tout. Et ben voilà, parfaite conclusion. J'ai fini personnellement. Est-ce que vous voudrez faire passer un dernier mot avant de dire au revoir ? On s'excuse en fait pour notre prononciation des noms coréens, voilà, pour notre public coréen qui nous écoute. Je pense que ça a dû faire mal. Voilà. Ouais. Célia, si tu nous entends, pardon. Si, moi je voulais dire joyeux anniversaire Mathieu au fait. Ah oui, merci. 10 ans, merci. sur YouTube, bravo. Ah oui. Ouais. Oh oui, Les c'est 10 ans de vrai. ta On chaîne. n'a pas parlé, mais oui. Joyeux anniversaire. C'était les 10 Mathieu. ans, ouais, les 10 ans hier. Putain, Là au moment où on enregistre, on est lundi, donc oui, c'était hier. ça rajeunit pas. Bah oui. Oh bravo, c'est non. vrai. Non, 10 10 ans, mais 10 on vidéos. va fêter ça dans 10 ans, 10 vidéos. Oui. Non, 10 ans, je crois une quarantaine, donc ça fait une moyenne de 4 par an, ce qui est pas ouf. Mais sachez que j'en sors une nouvelle, en théorie, quelques heures après que vous ayez écouté ce podcast, si jamais vous l'écoutez au moment de sa sortie. Donc voilà. Est-ce que tu vas fêter ça ? Peut-être, oui, je ne sais pas, j'y ai pas encore pensé, mais peut-être. La chaîne secondaire ? Député de la Grenadine. L'autre coin du bis ? Et c'est quoi, du coup, tu peux nous dire ce que c'est la prochaine vidéo, vu que ça sort dans... Ouais, 2 heures. c'est sur une petite série B américaine que beaucoup de monde a en fait oublié, c'est Extra Sensu. Un film de Fred Decker qui date de 1986 Qui est excellent. et qui est plus ou moins l'inspiration de Slider ou Horribilis en français de James Gunn, sauf que là c'est un bon film. Oh, il est bien Horribilis de James Gunn. Par Ouais, mais on contre, c'est s'emmerde gentil un parce peu. que Horribilis. inspiration, c'est gentil parce que c'est un remake, mais genre totalement volé quoi. Oui, c'est une manière polie de dire Ouais, il s'est pas remake fait de chier bâtard. James Gunn. Ouais. Ok. Niveau actu, tiens, on fait le tour de la table. Amélie, on vous ment, c'est fini au niveau de la programmation. Bah ouais, mais après la programmation, il y a l'organisation, ce qui est une autre paire de manches. Ça, ouais, bah oui, c'est dur. Non, mais ça, après, ça, c'est plus. Enfin, tu vois, moi, je suis dans l'équipe programmation, mais après, heureusement, nous avons tout un tas de gentils bénévoles qui sont très Oui. investis et beaucoup plus responsables que moi Sauf pour une. s'occuper des vraies choses de. Sauf une. Celle qui fait la soirée paillettes, c'est la pire. Pour s'occuper des vraies choses importantes de la vie, à savoir comment on fait venir les gens et oh là là, où est-ce qu'on les fait dormir. Bah oui. C'est vrai que ça, on gère pas, ouais. Non. Nous, on gère juste ce qu'on va mettre comme déco et du moment qu'elles prennent pas feu, la soirée c'est paillettes, bon. quoi. Ouais, on choisit un peu les films aussi avec le reste de notre équipe de C'est programmation vrai, à qui on c'est fait vrai. des bisous. Bah oui, c'est que ça arrive dans 2 mois, tout pile là. Eh hein, oui, donc, oui. on est en Le plein programme dedans. est arrêté, mais vous allez avoir beaucoup de surprises. Beaucoup de surprises horrifiques. Oui, Donc on on le est très rappelle. contents et contentes. On vous ment, n'hésitez pas. Mylène, niveau actualité vidéo, etc. Welcome to Primetime Beach, c'en est où là ? Alors écoutez, pour l'instant, j'attends de recevoir ma rame parce que j'ai beaucoup de chance dans la vie et voilà, j'ai plus de rame, donc pas C'est de le trucs moment, sur en plus, YouTube de- et mon de micro tomber en parle rate très de fort. rame. C'est ça. Non, mais je pense que si vous voulez me jeter des sorts, c'est le moment. Non, faites pas ça. Non, mais voilà, du coup, c'est un peu en stand-by, mais je continue à faire plein de petits reels. Par contre, j'ai presque fini la programmation pour le Stabaton. Du coup, Festival je de pense que slasher. le teaser, c'est ça. Du coup, je pense que le teaser sera un peu en retard pour raison de hôpital. Mais normalement, je pourrai bientôt annoncer quand même la thématique. Donc, j'ai très, très hâte. Ça s'annonce kitsch et confortable. Voilà. Donc, j'ai hâte d'annoncer la programmation. Mais là, ça y est, on vient à bout. Donc, ça sera du 10 au 12 juillet 2026. Et donc, festival dédié aux slashers à Dampierre-sur-Bèbre. Quels sont les résultats à Dampierre-sur-Bèbre? Vas-y, ferme ta gueule, Mathieu. Qui c'est qui a été élu là-bas, par curiosité? Vas-y, ferme ta gueule. Goebbels.
On le rappelle, c'est un vrai village, en effet. Il me bully. C'est un festival qui... Oui, c'est un vrai village, il y a des vrais gens qui habitent dedans, dont mes parents, voilà. Pour ceux qui nous suivent et qui ne savent pas de quoi on parle, parce que c'est vrai que des fois on parle de sujets entre nous, mais certains débarquent dans l'émission. Donc On vous ment, festival de documentaires, found footage, faux documentaires, etc. à Lyon, on y est tous les ans. En mai. Stabaton, c'est en juillet, août, dans ces eaux-là. Juillet. Et c'est du 10 au 12 juillet. Et c'est un festival de slasher. Voilà. Slasher. Dario, mon bon Dario, niveau actualité, ça dit quoi de beau? Moi, j'attends que mon travail valide mes vacances pour venir au Stabaton. Voilà. Ah oui. Ah, il va venir. Et pareil pour On vous ment, j'ai pas et On vous ment, j'ai pas non plus, mais j'ai pas eu la réponse pour On vous ment non plus. Si tu dois en choisir qu'un seul, tu prends lequel? Juste pour torturer un petit peu. T'es horrible. C'est lequel tes vrais amis ici finalement? Et toi, Romain, du coup, les actus? Moi, je vais à On vous ment. Tu sais, Dario, moi, je t'en voudrais jamais. Les actus, j'avais parlé récemment du Blu-ray qui arrive de Noroi The Curse, found footage japonais légendaire de Koji Shiraishi. Je fais un bonus dedans. 2 bonus même, puisqu'il y a aussi l'interview du réalisateur que je me coltine là ce temps-ci. C'est un plaisir. Et je suis dans les bonus de la ressortie de la trilogie Ringu d'Hideo Nakata et Norio Tsuruta. Donc les 3 premiers, les originaux, ressortent. Au moment où je vous parle, il n'y a que les 3. Le 4e, c'est en négociation, parce qu'il y a un autre film Ringu qui s'est un peu fait oublier, c'était Spiral, qui se fait bouffer, concrètement, par Ring. Voilà. J'ai repris l'interview qu'on a fait avec Jumpscare à Japan Expo de Riino Takuyawada, donc l'actrice qui joue Sadako et le maquilleur FX. C'est dans les bonus, du coup, voilà, retraduit, retravaillé, remis au propre, voilà, c'est un joli coffret. Et c'est tout, ça arrive en juin. Noroi, ça arrive là dans un mois, même pas. Pile au bon moment, je dirais pas plus. Et puis voilà. Mon actu, c'est Jumpscare, moi. Donc, moi aussi, hein. Tu me demandes par politesse à chaque fois. Hein. Nous aussi. Hein. Ah, tu fais ça. Plan-plan, ça n'existe plus. Ah non, c'est fini ça. RIP, plan-plan. RIP. RIP. Mais voilà. Donc, allez dépenser votre thune dans des Blu-ray. Ça fera un petit peu de business. Et dans des festivals. On se dit à la semaine prochaine. Je sais que ça se dit pas, mais dans les festivals Si vous avez aimé cet épisode sur un excellent film, rassurez-vous, semaine prochaine, c'est pas du tout le cas. Dans 2 semaines plutôt. Dans 15 jours, oui. 15 jours. J'oublie qu'on a un nouveau rythme. N'oubliez pas, c'est tous les 15 jours avec des fois des bonus, comme Iron Lung la semaine dernière. C'est-à-dire que la semaine prochaine, Lily est en charge de la programmation. Et elle ramène un invité. Cet invité est un fan de série B. Le film, c'est Stripped to Kill, le striptease de la mort. Voilà. L'invité est prestigieux, le film moins. Voilà. L'invité, on est très content de l'avoir. Est-ce qu'on peut le révéler un peu? On peut dire qu'il a mis une étoile à Scream déjà. Voilà. Oui. Voilà, il aime pas Scream parce qu'il trouve que le tueur il se prend les pieds dans le tapis. Mais on l'apprécie quand même. C'est Damien Granger. Damien Granger, auteur, ancien rédacteur-chef de Mad Movies, entre autres. Il fait plein d'autres choses, il nous en parlera. Il écrit des bouquins sur le genre, mais la série B, les genres un peu moins connus aussi, le porno horrifique, ce genre de film. Donc voilà, il va nous parler en long et en large du striptease de la mort. Un beau grand écart de programmation encore. Slashers, The Strangers, Strip to Kill, super podcast. D'ici vendredi prochain, portez-vous bien. Des bisous tout le monde. Voilà. Et c'est vendredi dans 2 semaines, pas vendredi prochain. Pas vendredi. Oh putain, je vais dormir. Allez. On va y arriver, Romain. Des bisous tout le monde. Bonne nuit. Salut. Des bisous. Et ce que je trouve vraiment ingénieux, c'est le fait que... Je vais me vomir dessus. Ce que je trouve ingénieux, c'est que je vais me vomir dessus. Scène post-générique.